Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur TV Finance pour la suite de vos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission bimensuelle dédiée, consacrée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, en partenariat avec placedelabourse.fr, le mini-mag dédié aux matières premières agricoles. Comme chaque semaine, on va débuter ce rendez-vous avec notre revue de presse, des publications les plus pertinentes et les plus lues de ces 15 derniers jours, des articles que vous pouvez retrouver sur le site de la lettre de l'acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com. La Banque centrale argentine a lancé mardi dernier un dispositif pour inciter les producteurs de soja à vendre leur récolte rapidement au lieu de la conserver dans l'espoir d'un taux de change plus favorable. L'Argentine a en effet institué en 2019 un contrôle d'échange. Le taux officiel était mardi dernier de 137 pesos pour $1 contre 323 $ sur le marché noir. Cette différence génère donc une forte instabilité et fait craindre une dévaluation. Cette situation entraîne par ailleurs une paralysie des exportations de produits agricoles, une ressource clé pour l'économie de ce pays d'Amérique du Sud. Le gouvernement calcule que les exportations alimentaires atteindront 35 milliards de dollars en 2022, mais que des produits d'une valeur de 20 milliards de dollars restent stockés dans des silos, les agriculteurs espérant ainsi les vendre plus tard à des conditions de marché beaucoup plus favorables. En vertu des mesures annoncées par la Banque centrale argentine, les producteurs et exportateurs de soja pourront bénéficier d'un taux de change plus favorable que le taux officiel, à savoir 240 pesos pour $1, s'ils vendent leur récolte avant le 31 août prochain. Entre janvier et mai 2022, les exportations de myrtilles péruviennes ont totalisé 135 millions de dollars américains, enregistrant une augmentation de 114% par rapport aux 62,9 millions de dollars atteints au cours de la même période de 2021, a rapporté la Société du commerce extérieur du Pérou. En ce qui concerne les destinations des myrtilles fraîches du Pérou, les États-Unis sont la principale destination avec 84 millions de dollars de flux envoyés, soit 103,2% de plus qu'au cours des 5 premiers mois de l'exercice 2021. Les États-Unis représentent 62,5% du total des expéditions de myrtilles péruviennes vers le monde. Ils sont suivis par les Pays-Bas avec 25,3 millions de dollars d'exportation et une croissance de 88,5%, ce qui représente 18,7% des expéditions totales. En troisième position, nous retrouvons le Royaume-Uni qui a reçu des exportations pour un montant de 10 millions de dollars, soit 625,1% de plus qu'au cours de la saison 2021, ce qui représente 7,4% du total des expéditions des myrtilles péruviennes. Récemment, le ministère du Développement agraire et de l'Irrigation a annoncé l'ouverture au commerce des myrtilles avec Israël. De cette façon, le Pérou serait en concurrence sur ce nouveau marché avec les exportations venant du Chili et de l'Argentine qui sont à l'heure actuelle les principaux et uniques fournisseurs d'Israël. La récolte de pommes de la saison 2022 devrait dépasser de 7% son niveau de l'an dernier selon les dernières prévisions d'Agrest au 1er juillet. Elle est évaluée, cette production, à 1 410 000 tonnes. La moyenne des récoltes serait alors équivalente à la période 2017-2021. Dans une majorité des régions françaises, les voyants seraient au vert. La production va augmenter dans la vallée de la Garonne malgré une alternance en pommes golden. Dans le Languedoc, la production semble portée par les variétés Granny et Pink. Elle parviendrait à se maintenir dans les Pays de la Loire, en dépit du repli observé chez les variétés Golden et Granny. En revanche, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été touchée par un épisode de gel printanier en avril. L'impact serait néanmoins léger, mais des inquiétudes demeurent sur les disponibilités en eau pendant l'été qui pourraient pénaliser la production. La situation est similaire en Aquitaine, où les pertes avoisinent les 10% sur un an. Elles sont plus importantes en Golden. Dans la région Centre-Val de Loire, ce sont les dégâts causés par les variétés précoces qui tireraient la production vers le bas. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés ces 15 derniers jours sur le site de la lettre de l'acheteur. On va marquer une courte pause et juste après, on va revenir avec notre invité, le directeur du développement chez Agritel, Sébastien Poncelet, avec qui nous analyserons le marché du blé et les conséquences des phases caniculaires sur les rendements en France pour la saison 2022. A tout de suite sur TV Finance.
Nous sommes de retour dans cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec Place de la Bourse.fr et il est désormais temps de recevoir notre invité sur notre plateau, monsieur Sébastien Poncelet. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur du développement chez Agritel. Agritel qui est un cabinet de conseil dont les clients sont l'ensemble de la filière et l'ensemble de la filière agroalimentaire et également les professionnels du terrain, je dirais d'une certaine façon. Agritel a publié en début de semaine une étude sur la moisson 2022, les projections de moisson 2022, et il y a deux choses il y a énormément d'intérêt, de données très intéressantes. Il y a deux choses qui peuvent en ressortir, c'est notamment la baisse du volume de production, la baisse du volume des rendements. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, cette baisse de 2 millions de tonnes par rapport à la saison précédente? Alors effectivement, on a fait notre enquête annuelle sur la récolte de blé en France, parce qu'on va s'intéresser principalement au blé, qui est la principale production céréalière. On a une production à 33,4 millions de tonnes, c'est 2 millions de tonnes en dessous de l'année dernière, c'est en dessous de la moyenne. Je dirais que c'est la météo. La météo a été très dure partout en France. On a eu du gel très fort, on a eu de la sécheresse pendant tout le printemps, on a eu des épisodes de grêle très forts par endroits, la canicule en fin de cycle, bref, il y a tout eu et les événements climatiques se multiplient d'année en année et cette année ne fait pas exception. Ne fait pas exception et ça a été... La récolte est déjà faite là aujourd'hui. Alors, la récolte de blé se termine aujourd'hui, les derniers champs de blé se moissonnent en France sur la bordure de la Manche, dans le nord de la Bretagne ou sur la côte normande, mais la récolte se termine. La récolte est terminée depuis bien longtemps dans le sud de la France. Au sud de la Loire, c'est vraiment la zone qui a fortement souffert. Ouais, pardon, pourquoi? Pour quelle raison? Parce que la zone a pris la sécheresse de plein fouet, les blés n'ont jamais eu le temps de se refaire, je dirais, une santé, tandis qu'au nord de la Loire, on a quand même eu un peu de pluie au mois de juin. Après mars, avril, mai très sec, on a eu un peu de pluie au mois de juin, qui ont permis de bien terminer la production au nord de la Loire. Donc le nord de la Loire s'en sort mieux que le sud est très mauvais. Le nord de la Loire est correct en termes de production, ce qui fait que la récolte française n'est pas catastrophique. On a connu des récoltes à 30 millions de tonnes ou en dessous de 30 millions de tonnes, mais on est en dessous de la moyenne, notamment avec ce sud de la Loire qui déçoit. Et c'est ce qui explique donc la forte hétérogénéité des rendements en France au cours de cette saison 2022. Alors on a une très forte hétérogénéité des rendements entre le nord et le sud de la France, mais on a aussi une très forte hétérogénéité au niveau même des exploitations. On a des rendements qui varient de 30% d'une parcelle à l'autre chez les agriculteurs. Donc dans la même région? Dans la même région et dans la même exploitation, dans le même village, parce que la météo était tellement âpre, dure, qu'il suffit d'avoir une variété qui... résiste mieux au sec du mois de mai, ou une parcelle qui a un peu plus de terre qu'une autre, ou plein de critères agronomiques différents, qui fait qu'on a une énorme variabilité parce qu'on a un climat qui était très dur cette année, mais qui, hélas, quand on voit la fluctuation de production d'année en année, qui est de plus dur chaque année. Et est-ce que, où on en est du niveau des prix, est-ce qu'on peut anticiper d'ores et déjà, finalement, avec cette baisse des rendements, une hausse des prix du blé? Alors, est-ce que c'est mathématique à ce point-là? Non, parce que le marché mondial du blé et la production française, c'est quelques dizaines de millions de tonnes, on va dire, sur un marché mondial du blé de plusieurs centaines de millions de tonnes. Sachant que la France est quand même 6e producteur mondial. Voilà, alors on fait partie des premiers, du top 10 des exportateurs mondiaux. Mais la production française, elle a son importance au niveau des exportations françaises. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on a une petite récolte. On produit moins. Or, on exporte plus que d'habitude. Les carnets de commandes sont pleins. Les carnets, là, le mois de juillet va être record à l'export. Le carnet de commandes est plein pour août. Le carnet de commandes est plein pour septembre, pour octobre. Même novembre est déjà très très plein. Pourquoi? Parce qu'avec, hélas, la guerre en Ukraine, l'Ukraine, malgré les négociations de corridor, pour le moment, ne sort pas de blé. La Russie a beaucoup de freins aussi pour sortir son blé à l'export. Et aujourd'hui, les pays acheteurs de blé du monde entier s'adressent à la France. Et donc, on est face à une problématique où on a moins de blé de produits et plus de sollicitations à la vente. Donc on a un effet, je dirais, ciseau, qui se ressent sur le marché physique français, avec des prix sur les ports français qui tirent. Maintenant, l'équilibre mondial
est plutôt, on va dire, partagé pour le moment, parce qu'il y a d'autres forces en parallèle qui calment un peu le jeu. Et ces forces sont lesquelles? Alors ces forces, c'est qu'on a depuis 2 mois une grosse vague liquidative de la part des fonds d'investissement sur l'ensemble des matières premières, et notamment sur les matières premières agricoles. Les fonds, depuis l'été 2020, ont, entre guillemets, joué l'inflation et ont acheté des matières premières agricoles pour se prémunir de l'inflation et toutes les matières premières en général. Et depuis 2 mois, ils ont tendance à liquider ça avec le déclenchement de la hausse forte des taux de la Fed. Ils liquident les matières premières, donc les fonds ont quelque part bradé les matières premières agricoles, donc on a une surbaisse sur les marchés financiers agricoles. On a aussi l'anticipation des marchés de la réouverture de l'Ukraine. Donc là, quelque part, les corridors alimentaires ont été quelque part anticipés aussi dans le marché. Et puis, on a des marchés qui anticipent finalement une récolte qui s'annonce bonne en Russie, par exemple. Sauf que pour le moment, la récolte a beau démarrer en Russie et être très très bonne. Pour le moment, il y a toujours des freins à la sortie du blé russe sur le marché mondial. Oui, j'entends bien. Vous dites que la France va produire moins de blé. Elle est plus sollicitée qu'avant pour ses exportations. Du coup, est-ce qu'on doit s'attendre à des pénuries de blé en France pour les consommateurs français? Des pénuries, il n'y en a pas dans le sens où le marché s'équilibre. C'est plus un réajustement du prix. On a eu ces dernières semaines, avec la déprime des marchés à terme et du contrat à terme blé de Ronext, on a eu un marché français qui est arrivé parmi les moins chers au monde. Et aidé aussi sur le marché mondial par la faiblesse de l'euro-dollar. Et donc ce blé français qui est devenu parmi les moins chers au monde ne peut pas le rester. Donc tout va dépendre après de l'orientation du marché mondial, mais en tout cas le marché français et le marché européen doit se mettre en prime, donc doit monter par rapport au reste du marché mondial. Après, si le marché mondial arrive à se détendre, parce que si finalement l'Ukraine arrive à sortir concrètement le blé. Pour l'instant, on attend de voir si la Russie arrive à sortir davantage de blé. Pour l'instant, on attend de voir et si les récoltes ailleurs dans le monde sont correctes. Et là aussi, on attend de voir parce que pour l'instant, c'est pas une certitude. Alors, peut-être que le marché français se maintiendra par rapport au reste qui baisse. Mais en tout cas, c'est plus une question d'ajustement du marché français qui doit être plus cher que la situation internationale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc en fait, finalement, les volumes, on n'en a que peu faire, finalement. En fait, finalement, le prix ajuste la disponibilité en volume. Mais en tout cas, on a une vraie tension propre au bilan français, aux céréales, au bilan même, on peut étendre ça à l'échelle de l'Union européenne. Et alors, très clair, l'Union européenne, et notamment le Sud, qui fait face à des épisodes climatiques sans précédent, on pense notamment aux épisodes caniculaires qui s'enchaînent et qui constituent des records absolus. Quel est l'impact de ces épisodes caniculaires sur les récoltes, et je pense notamment au maïs? Oui, alors le blé a souffert un petit peu en Europe, mais comme il se récolte au mois de juillet, finalement, il est un peu passé au travers. Mais là, la sécheresse qui s'aggrave et qui dure et la canicule, ça affecte la culture de l'été, qui est le maïs. Le maïs se fait surtout dans la moitié sud de l'Europe, et c'est là où il fait le plus sec, c'est là où il fait le plus chaud. Et surtout, cette sécheresse s'étend de l'Atlantique jusqu'à l'Ukraine. Donc finalement, c'est toute l'Europe centrale qui a un gros bassin, avec les Balkans, un gros bassin de production de maïs, qui souffre également, comme le sud-ouest de la France, comme l'Italie. Et on attend une énorme chute de production de maïs en Europe, qui ne va faire que de s'ajouter à la tension. Parce que quand on manque de blé, finalement, on a le maïs qui est là pour principalement nourrir les animaux. Mais quelque part, le manque de maïs qui est en train de se creuser là, à vitesse grand V de semaine en semaine en Europe, va faire que l'alimentation du bétail européenne va solliciter davantage le blé. Or, notre blé, le monde entier nous l'envie et vient nous le chercher parce qu'il n'y en a pas assez sur le marché mondial. Donc c'est un phénomène de forte tension à l'échelle européenne. Après, la situation mondiale peut, elle, s'améliorer si l'Ukraine arrive... La situation géopolitique mondiale. La situation géopolitique mondiale, mais aussi si l'Ukraine arrive à sortir son blé, à un moment donné, si la Russie arrive à retrouver un vrai flux d'exportation comme elle l'avait avant, et si les récoltes arrivent à être correctes en maïs, par exemple, aux États-Unis, on peut avoir une temporisation mondiale et une forte tension européenne. Ce qui serait à craindre, mais pour l'instant on n'en est pas là, ce qui serait à craindre, c'est une forte tension européenne, doublée d'un maintien d'une très grande tension mondiale. Et les mois à venir seront cruciaux en surveillant à la fois les récoltes américaines et en surveillant la capacité de la Russie et de l'Ukraine à revenir
sur le marché mondial. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Seul l'avenir nous le dira. Effectivement, personne n'est capable de l'anticiper. On sait juste, effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, qu'il y a eu des négociations, un accord signé entre l'Ukraine et la Russie pour ouvrir les corridors, les flux Après, il faut voir l'épreuve du commerce et la réalité du terrain. Exactement. C'est souvent comme ça. Je vous remercie, Monsieur Poncelet, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur du développement chez Agritel. Agritel, cabinet de conseil de la filière agroalimentaire et du monde agricole. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite de vos programmes. À tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour dans cette édition du 29 juillet de la lettre de l'acheteur, le mini-mag dédié aux matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Et il est désormais temps de retrouver Mathieu Driol pour la commu du jour. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Mathieu, je rappelle que vous êtes analyste senior chez Debuy-Day et que on vous retrouve notamment dans la lettre de l'acheteur pour une analyse technique graphique détaillée de certaines matières premières. On va commencer avec le soybean. Le soybean, c'est le soja. Le soja qui pourrait bénéficier de conditions météorologiques favorables. Les soybean meal, donc les tourteaux, effectivement, on en avait parlé il y a quelques semaines de cela. On avait mis en avant l'importance en fait du support majeur aux alentours des 387. Si on prend un petit peu de recul, on a effectivement cette impulsion démarrée au cours de l'année 2021, impulsion assez franche. Les cours sont passés de 310 à 484, un mouvement clairement impulsif dans le cadre d'une figure de retournement en tête-épaule inversée. Et les cours, après avoir marqué ce nouveau plus haut à 484, ont entrepris une phase de consolidation, ma foi, salutaire. Il n'y a pas de réel problème et on voit que les nombreux tests en fait de ce support majeur ont fini par relancer la tendance haussière avec cette très très importante bougie blanche matérialisée. Les cours franchissent les précédents sommets descendants, indiquant par là même que le courant acheteur retrouve de la force, et ce qui peut nous intéresser, ce serait vers quelle résistance, alors sur un horizon de temps moyen terme, je parle ici en semaines, voire en mois, plutôt qu'en jours. Après, sur les matières premières, on ne peut préjuger de rien en termes de vitesse. En tout cas, un retour sur les plus hauts semble tout à fait possible, et ce qui m'intéresserait, ce serait la projection en fait de la dernière impulsion, les flèches bleues sur le graphique, la projection de la dernière impulsion au point bas de la consolidation, ce qui enverrait les cours au-delà du niveau majeur, aux alentours des 542. On aurait donc une forte reprise de la tendance haussière sur un horizon de temps moyen terme. C'est à surveiller. Ok, très clair, merci beaucoup. Donc reprise de la tendance haussière sur le tourteau de soja. On va basculer sur le blé américain, le blé qui, pareil, qui a corrigé un peu ces derniers temps, est-ce que la tendance haussière est repartie, Mathieu ? Alors, la correction, effectivement, sur le blé US a été quand même assez violente. On est passé de la formation de nouveaux plus hauts aux alentours des 1280 à un plus bas récemment trouvé aux alentours de la zone de support majeur entre 770 et 735. Et effectivement, ce retour, pour l'instant, génère un afflux d'acheteurs à proximité de ce niveau. C'est un niveau qui est renforcé par la moyenne mobile à 100 semaines ascendantes. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça a été un support dynamique pendant toute la phase de hausse de 2020-2021 et les cours sont revenus sur ce niveau et on semble retrouver effectivement des acheteurs à proximité de ce point. Si effectivement on prend un petit peu de recul, la correction pourrait très bien être terminée à proximité de cette zone de support majeur. Alors pour confirmer cette anticipation, il faudrait franchir une résistance et la première résistance sur le blé américain, elle est encore un tout petit peu éloignée, elle se situe aux alentours des 940 alors qu'on cote légèrement au-dessus de 800. Donc on a un potentiel de reprise à court terme pour aller chercher la résistance et si elle est franchie, effectivement ça réactualisera complètement
complètement le scénario haussier à moyen terme d'un retour sur les sommets. À moyen terme, c'est-à-dire à 6 mois globalement, c'est ça à peu près? Oui, après sur la vitesse, c'est toujours compliqué sur les matières premières, notamment agricoles. Il suffit d'incendies, de restrictions d'exportation ponctuelles pour que ça s'emballe. Alors, on a des cibles théoriques en termes de vitesse et d'amplitude. Après, ça dépend vraiment de la nervosité des investisseurs. Il y a quand même pas mal de nervosité en ce moment. Ouais, c'est très clair, les investisseurs qui sont nerveux sur les matières premières agricoles, en supposant, Mathieu, que le blé ukrainien et le blé russe arrivent de nouveau sur le marché mondial. Donc ce surplus probable d'offres tirerait les prix du blé vers quel niveau de support peut-être? Eh bien, effectivement, c'est la zone aux alentours de laquelle on est, 770-730, qui est la zone qu'il ne faudrait pas casser si on veut conserver cette lecture haussière. Effectivement, si on réintégrait cette zone de support nettement en clôture hebdomadaire, on peut aller faire des petites mèches en dessous. Ça pose pas de problème, mais effectivement, une clôture sous ces niveaux viendrait vraiment abîmer la lecture haussière possible. Effectivement, un arrêt des conflits, et encore, c'est toujours pareil. Un arrêt des conflits en Ukraine, par exemple, ne veut pas dire que l'Ukraine sera capable de cultiver et d'exporter ses céréales dans les mois, dans les années à venir. Il n'y a plus réellement de ports, tout simplement, intacts, qui ont la capacité d'exporter tout ce que l'Ukraine peut produire. Tout ce que l'Ukraine pourrait produire. Ok, merci beaucoup Mathieu pour vos précieuses analyses sur le tourteau de soja et le blé américain. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day, qu'on vous retrouve notamment tous les 15 jours dans le Minimag, la lettre de l'acheteur, le Minimag dédié aux matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. On va clôturer cette édition du 29 juillet 2022 de la lettre de l'acheteur. J'ai été ravi de vous accompagner tout au long de cette saison 2021-2022 pour vous présenter ce monde agricole qui est passionnant, plein de richesses et qu'il est important de comprendre pour saisir les évolutions de l'environnement dans lequel nous vivons. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison de la lettre de l'acheteur, le 26 ou 27 août probablement. En tout cas, toujours est-il que nous avons tous été ravis de vous accompagner en cette saison. Je vous souhaite de très belles vacances. Je vous donne rendez-vous donc fin août, la dernière semaine d'août. D'ici là, restez connectés puisqu'on va ouvrir une nouvelle édition du JT vu d'ailleurs, le JT qui se veut aborder des sujets beaucoup plus larges que le strict carcan de la finance de marché. À tout de suite sur Téléfinance.